Bonjour à tout le monde. Je vais corriger aussi. I'm not professor. I'm just Dr. Wimba. Also, okay, Dr. Wimba. Okay, you can start. D'accord. Ok, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Allô, bonjour. Bonjour. D'accord. Vous avez présenté donc notre étude appelée A Dashboard for Monitoring Preventive Measures in Response to COVID-19 Outbreak in the DR Congo. C'est une étude donc, qui a été faite suivant, la présentation sera faite donc suivant ce plan ici et que vous voyez sous vos yeux. Donc, en premier, je vais présenter la situation épidémiologique. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que tous mes prédécesseurs en ont parlé. Je vais insister un peu sur ce qui est à Bukavu. On voit que les premiers cas ont été détectés, ils étaient 3 cas de suite le 29 mars et la courbe a été ascendante jusqu'au mois de juin et elle continue à monter malgré une légère inflexion. On peut voir que tout est en train de croître. Alors, on voit aussi que les cas confirmés, ça suit pratiquement cette même tendance. Et à ce jour, on a à peu près 288 cas confirmés à Bukavu pour 44 décès. Et on voit qu'il y avait une sorte de sommet au mois de juin. Et on va voir que cela a pu avoir sûrement un impact sur l'attitude des gens. Cette étude que nous allons présenter a été précédée par une étude pilote qui a été menée donc à Bukavu. C'était une étude transversale dans la ville de Bukavu. Elle a concerné les 3 zones de santé de la ville, donc à peu près 165 000 habitants, un peu plus, et dans 5 aires de santé choisies. L'étude pilote a été faite sur 7 jours et l'objectif principal, c'était justement de voir est-ce que faire un dashboard, un tableau de bord de suivi des problèmes épidémiologiques est faisable. Est-ce que c'est possible dans un milieu à faible revenu comme le Congo? Donc, on a essayé aussi de regarder pourquoi l'étude était faite sur 7 jours. C'était parce qu'on se disait, si on fait un relevé des données dans la semaine, on ne peut pas le faire tous les jours. On voulait voir du coup, est-ce qu'au courant de la semaine, entre les jours de la semaine, le week-end, mardi, week-end, dimanche, est-ce qu'il y a un moment, un jour où il y a une variation spécifique? Est-ce qu'on est obligé de faire les tests tous les jours ou pas? Et donc, on a pu faire ça. Et les résultats que nous avons trouvés, c'était que l'étude était faisable parce qu'on a pu faire l'étude, on a pu avoir les autorisations nécessaires et les enquêtes qui ont été menées ont été acceptées par la population. La première chose qui nous a frappé vraiment d'emblée, c'était la quasi-absence du port des masques. On a constaté que les mesures barrières, donc que ce soit le port de masque, la distanciation sociale ou encore le respect du confinement, c'était respecté, mais beaucoup moins respecté en fin de journée. On voyait que dans les enquêtes menées dans la soirée, c'était plus difficile. L'étude, comme je l'avais dit, avait été faite sur les 7 jours de la semaine. Et pour vérifier aussi la variabilité dans la journée, on faisait 3 descentes par jour, donc le matin, à midi et le soir. Et avec ça, nous pouvions donc vérifier est-ce que les mesures sont mieux respectées le matin, à midi ou le soir, lundi, mardi. Et on a donc constaté que il y avait le profil des données était pratiquement similaire tous les jours de la semaine. Ça ne dépendait ni du week-end, ni d'un jour spécifique. Et que donc, un seul jour de la semaine pouvait représenter les autres. On a remarqué aussi que les mesures étaient moins bien respectées en fin de journée. Et à partir de ces données-là, nous avons donc conclu qu'il y avait la possibilité de faire l'étude, ça c'était déjà connu, mais qu'on pouvait réduire le coût de l'étude, des enquêtes donc à faire par une étude hebdomadaire. Donc, un seul jour de la semaine suffirait pour faire les relevés des éléments, pour faire les dashboards. Et que comme les mesures sont moins bien respectées en fin de journée, on pourrait le faire donc en fin de journée. C'est fort donc de cette étude-là
que nous avons lancé donc un dashboard sur un mois. Une étude qui a été financée par Caritas Chine. On a une petite contribution de Caritas Chine. Je précise que l'étude pilote a été financée sur fonds propres. Et à ce niveau-là, nous avons pu donc faire une étude à 2 sites différents. Donc, une étude qui a été faite à Kinshasa et une étude qui a été faite à Bukavu. Et on a donc une étude de coordination composée des professeurs aussi bien de Kinshasa, du Congo et le professeur René Cochard, donc, qui est à Lyon. Et la supervision de terrain était composée par moi-même et le docteur Jacques-Aimé Basebosso. Je lui présente ses excuses. Maintenant, je devais présenter ces slides avec lui, mais il s'est excusé, c'est un médecin. Il a des choses qu'il est en train de faire. Il m'a demandé de présenter ses excuses. Donc, on avait donc des enquêteurs aussi qui étaient des jeunes médecins et des étudiants en médecine. Il y avait donc 10 enquêteurs dans chaque ville. Et comme je l'ai dit, ils devaient faire une sortie par semaine, donc un jour par semaine, pendant un mois. Donc, le terrain a été fait du 17 juin au 8 juillet 2020. Et les éléments qui étaient relevés, c'était les enquêteurs devaient donner leurs observations, leurs avis sur le respect des mesures barrières telles qu'eux les observaient dans la rue où ils étaient ou dans les lieux spécifiques de forte influence où ils étaient. Ils devaient aussi mener une enquête CAP sur les mesures barrières, qu'est-ce que la population pensait, quelle était son attitude, comment est-ce qu'elle est pratiquée. On devait aussi relever donc, des éléments sur la santé des membres dans les familles. Donc, chaque enquêteur devait visiter chaque jour 4 rues par aire et dans 5 aires différentes. Chaque jour, on le faisait comme ça. Et les enquêteurs devaient donc interroger 4 passants dans chaque rue pour avoir les éléments. Quelles sont les villes qui étaient citées? Voilà, on a à Kinshasa, où on avait toutes ces zones-là qui étaient inspectées. C'était essentiellement dans la zone uniquement dans la zone de santé de Mongafula. On ne pouvait pas prendre tout Kinshasa, c'est tout un pays. Et à Bukavu, comme c'est petit, on a carrément suivi les 3 zones de santé de la ville. Comme je l'ai dit, le terrain, c'était du 17 au 8. Et au total, donc, on a pu inspecter 160 rues, soit 20 rues visitées dans les fois 2 dans les 2 villes, donc, et sur les 4 semaines. On a interrogé 80 personnes par jour par ville, et donc fois 2 et fois 4 semaines. C'était 640 personnes. Et cela nous a permis de récolter les informations sanitaires sur 3840 personnes. Parce qu'on avait trouvé qu'il y avait en moyenne 6 personnes par famille dans chacune des villes. Ça nous a permis donc d'avoir les informations sur ces personnes-là. Quels sont les résultats? On voit très bien que les mesures barrières, on va voir là, on voit qu'on avait vérifié. Est-ce que les gens connaissent qu'il ne faut pas toucher les passants? Est-ce qu'ils savent qu'il faut tousser dans le coude, se laver les mains, porter un masque, ne pas toucher l'avant du masque, se laver? Comment laver les masques? On a vu que pratiquement toutes les autres mesures étaient connues très bien ou assez bien, mais sauf le fait de ne pas toucher les passants. Les gens ne comprenaient pas, peut-être pour des raisons culturelles, qu'il ne faut pas toucher les passants. On a constaté aussi que la proportion des patients qui jugeaient les mesures barrières utiles, c'était à peu près 50%, très utile, donc 50% des passants à Bukavu, 70% des passants à Kinshasa, et que donc c'était un peu supérieur à Kinshasa qu'à Bukavu. Et d'une semaine à l'autre, on voit que les courbes sont relativement stables, ça ne changeait pas beaucoup. Mais cela pourrait peut-être expliquer le non-suivi des mesures barrières. Après, justement, ça pose la question sur le suivi des sensibilisations qui sont menées aussi bien par les médias que dans la communauté. Il y a lieu de se poser ces questions-là et donc éventuellement de réorienter peut-être le discours des sensibilisations. Donc, on a vu que dans l'étude pilote, on avait déjà les conclusions que les aires géographiques où l'expression, où il y avait la plus forte expression de l'utilité des masques, des mesures, c'est aussi celle où les mesures étaient bien respectées. Donc, quand les gens comprennent mieux
les gens observent plus. On a pu faire les études et les analyses, des corrélations là-dessus et on a trouvé ça dans la première étude pilote. On va voir donc que les gens, ils sont dans la ville, ils ne respectent pas les mesures barrières, les confinements n'étaient pas respectés. Mais on peut constater avec la photo suivante que les gens, ils sont sortis essentiellement pour faire, pour faire du business. Ils travaillent, ils cherchent la vie, il y a des motards, des vendeurs sur les rues. Et que donc, c'était vraiment pour la raison de subsistance. Le docteur Chongo l'avait dit, les gens, ils doivent vivre, ils vivent autour du jour. Alors, pour ce qui est maintenant du respect des mesures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gestes barrières. En regardant cette graphique, on voit que toutes les mesures, c'était moins bon. Ces données sont reflétées sur l'échelle de Likert et on a considéré que l'indice 1, l'indice 0, c'est-à-dire que c'était très mauvais en bas, et l'indice 3, c'est-à-dire que c'était très bon. On voit que le maximum, c'était à 2 et que la plupart des résultats sont plutôt en dessous de 0,5. Donc, au moins, ce n'était pas très, très, très bon. Mais on peut constater quelque chose de spécifique, c'est qu'à partir de fin juin, il y a une forte diminution sur l'utilisation des masques qui n'était déjà pas forte. Il y a même des jours où on trouvait personne dans les rues avec un masque porté. Et en y regardant de plus près, on voit que la baisse, elle est statistiquement significative, mais beaucoup plus forte à Bukavu qu'à Kinshasa. On vous rappelait en regardant les réponses des passants, on a remarqué que les gens ils maîtrisent un peu mieux les données à Kinshasa qu'à Bukavu. C'est là pour expliquer ça comme ça, mais pas que. Je pense qu'on le verra plus tard. Alors, on constate aussi que parmi les passants, ceux qui reconnaissaient avoir au moins un malade à la maison qui a un signe de Covid et qui maladie qui pouvait se rapporter à coronavirus, on voit qu'à Kinshasa, on a beaucoup plus de monde Bukavu où on a l'impression que les gens n'avaient pas conscience de la maladie. Ils disaient qu'ils ne savaient pas qu'il y avait les cas. Ensuite, on a donc fait cette étude-là qui est une étude sur les dashboards. Alors, on n'a pas fait que le dashboard sur l'étude qu'on a montrée là. Donc, cette dashboard qu'on a vue, c'est une étude CAP. Signalons que cette étude a été faite en ligne avec la plateforme www.covidrdc.com, qui est une plateforme interactive et qui donne les éléments. Donc, on a plusieurs aspects de la plateforme qui ont été développés. D'abord, il y a un accès CAP pour l'analyse que je viens de présenter tout à l'heure. Il y a une plateforme qui est en cours d'utilisation, qui est le dashboard épidémiologie, dans laquelle on est en train de travailler en même temps avec le ministère de la Santé et la division professionnelle de la santé pour donc identifier les alertes COVID dans les différentes zones de santé. Et cette fois-là, c'est étendu sur toutes les zones de santé. Ensuite, voir l'évolution des malades et donc l'évolution des malades et les décès et tout le reste. Et après, il y a le dashboard hospitalier où nous espérons, on est en train de éléments où nous espérons donc faire le suivi des cas de décès et des cas donc spécifiques cliniques, notamment les prélèvements sérologiques. Donc, pour ce qui est de dashboard, j'en parle rapidement, dashboard épidémiologique. Jusque-là, les données sont en cours d'encodage, mais on voit déjà qu'il y a une courbe des cas, que ce soit les cas confirmés ou les décès. On voit très bien qu'à Bukavu, il y a eu un pic un pic des décès au mois de juin et autant qu'un pic des cas confirmés. On a vu aussi que les gens étaient plus consciencieux au mois de juin. Mais avec le mois de juillet, cela a baissé. Peut-être cela pourrait justifier le problème. Mais on remarque quoi? On remarque que les nombres de décès ont augmenté en juin, mais la proportion des cas de décès entre mai et juin, on trouve qu'en juin, il n'y avait pas beaucoup de décès, mais cela représentait quand même plus de 40% des cas qu'on avait, des cas confirmés, c'est-à-dire qu'il y avait une forte létalité en mai qu'en juin et que cette létalité baisse entre mai, juin et juillet, et malgré que le nombre de cas de COVID a diminué en juillet, mais toujours la létalité a baissé, donc la proportion des décès.
Pour ce qui est, ces données-là peuvent justement être expliquées par ce qu'on a pu voir. On est en train de constater dans les cas des COVID, dans les dashboards COVID hospitaliers, parce que on a les mêmes graphiques, la même tendance reste entre mai, juin et juillet. On a une sorte de courbe de Gauss qui se dessine. Mais voir cela ne nous reflète pas beaucoup de choses. On peut constater maintenant, parce que là, c'est les tests sérologiques. On a dosé donc les personnes qui ont un test positif et les personnes qui ont uniquement qui ont les IgM seuls, donc une infection active et sans immunité. Mais on a dosé aussi les IgG chez les autres sujets et les sujets qu'on prélevait pour voir. Et on constate que les personnes qui avaient les immunoglobulines G en mai sont moins nombreux que ceux qui en avaient en juin et puis en juillet. Alors, cela pourrait dire, on se pose la question, est-ce qu'on est en train d'acquérir une immunité collective, immunité croisée ou pas? Alors, quand on voit maintenant la proportion des personnes immunisées. La proportion des personnes immunisées, c'est-à-dire on a divisé donc le nombre de personnes avec IgG par le nombre de personnes sans immunoglobuline, on voit que cette courbe-là est croissante. Quand on fait une régression linéaire, on voit que c'est une courbe qui est croissante. Et au sein de notre équipe de travail, on aime bien appeler cette courbe-là la pente de l'espoir. On s'est dit peut-être qu'avec cette pente de l'espoir, l'immunité, les gens sont en train d'acquérir une sorte d'immunité et que cela pourrait peut-être à la longue sauver des vies. C'est une piste de réflexion. Je pense que cela s'évoque de par le monde. On a constaté ça à Bukavu. Nous espérons qu'avec l'élargissement des tests et autres, on pourra dégager une tendance beaucoup plus fiable. Mais on a fait les dashboards, mais il y a des limites. Les limites, c'est que d'abord, ces dashboards sont faits avec les moyens du bord. À part le dashboard de 1 mois qui a été fait avec le soutien des Caritas Chine, les autres études sont menées avec les moyens du bord, avec le personnel sur terrain qui est juste briefé au minimum. On ne peut pas se déplacer pour les voir. Les difficultés d'accès au site, le Congo, la route, l'Internet n'est pas assez répandu. Les problèmes techniques, comme vous avez vu, les dashboards, on a fait une plateforme qui est accessible sur smartphone, donc on peut encoder les données de n'importe où à travers le pays et les données sont mises à jour instantanément. Ça pourrait vraiment aider, mais le problème c'est qu'il faut que les gens aient des smartphones, que les gens aient Internet et ce n'est pas donné quand on est au Congo. Je sais qu'il y a des questions et les questions que tout le monde se pose, moi comme vous, comme la plupart des autres personnes, c'est est-ce qu'en Afrique, les chiffres reflètent la réalité? Tout le monde dit, que ce soit les premiers intervenants, les profs Makoul ou bien les docteurs Tchongo, on s'est dit, bon, on aurait peut-être pu faire mieux si on pouvait faire plus. Et donc, nous aussi, notre équipe est partie prenante, le professeur Chilolo, le professeur Kachunga, ils ont fait partie d'une équipe des rédactions qui a contribué à cet article, donc on peut voir dans The Conversation. Et on se pose la question si en Afrique, les données qu'on a reflètent la réalité. Je pense qu'on est en train de nous poser la question, la contribution des études qu'on fait, notamment avec les dashboards, avec les concours des autres personnes, pourrait sûrement aider à ça. Et alors, à partir de ça, il y a des perspectives. Malgré le fait que les dashboards qu'on a fait à des limites, quand même, on a vu qu'il y a un impact parce que les données préliminaires qui ont été prélevées ont été communiquées aux autorités et cela a permis le recadrage des actions de sensibilisation. Je pense que la plupart d'entre nous qui sommes au Congo, on a vu que actuellement, comme des parlements d'ailleurs, on insiste sur le port du masque. On insiste sur le port du masque, mais on constate que chez nous, les gens ne portent pas assez. Donc, il faut insister dans ce sens-là. Et les dashboards déjà épidémiaux nous avaient montré ça. C'est très important, déjà avec le CAP. Il nous faut réajuster les questionnaires CAP, c'est déjà fait. Et donc, parce qu'on a constaté que les gens connaissent les mesures barrières, mais pourquoi est-ce qu'ils ne les utilisent pas? C'est l'étude qui doit être faite, que nous avons montée et que nous attendons faire. Un modèle dashboard épidémiaux est en cours et la force, c'est qu'on a pu intégrer tous les intervenants, que ce soit la division de la santé ou les gouvernements provinciaux. J'espère que les autres chercheurs pourront rejoindre le groupe pour qu'on puisse élargir les actions. Pour le modèle dashboard hospitalier, on l'a finalisé, on va le lancer. On a fait les prélèvements
les premières données et ça donne quelque chose. Je pense que nous allons l'élargir. Le projet que nous avons, c'est de pouvoir intégrer, donc synchroniser tous ces dashboards pour pouvoir sortir un dashboard intégré et combinant donc tous les aspects de la riposte et de l'atténuation de la riposte de l'épidémie, aussi bien épidémiologique, hospitalier et des communautaires, afin de pouvoir sortir un élément très bien. Je pense que vous avez remarqué que dans le dashboard qu'on fait, toutes les données que nous récoltons sont horodatées et géolocalisées. Donc, on peut à chaque instant savoir à quel niveau on a dépisté une personne, qu'est-ce que cela donne. Ça pourrait vraiment permettre d'orienter les données. Donc, en conclusion, on a vu avec les dashboards qu'on a que les mesures de prévention sont connues, mais la population ne les applique pas. Il y a un réel intérêt de faire le suivi de ces mesures-là avec les dashboards, donc les tableaux de bord, qui permet d'avoir une vision réelle et en temps réel donc, de toutes ces mesures et de réorienter les actions et les décisions en fonction de ce qui est réellement observé sur le terrain. Et l'élargissement du dépistage, justement, à ce niveau-là, pourrait aider non seulement à ce que la population se rende compte de la pathologie, parce qu'on a l'impression, tous les intervenants l'ont dit, que les gens ils ne se rendent pas compte de la réalité de la pathologie. Merci beaucoup. Okay, thank you, Dr. Wimba. It's all